RCN. Le son de la différence. Le Forum des bailleurs sur RCN, en partenariat avec l'OMH. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Forum des bailleurs. Quel plaisir de vous retrouver en cette fin d'année. On est en décembre et on est avec OMH. On va parler ensemble du relogement. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'avoir autour de cette table, à ma droite, Jérôme Dalborgo, qui est directeur général d'OMH. Bonjour Jérôme. Bonjour Léna. J'ai aussi Patricia Petri, qui est directrice parcours résidentiel et solidarité à OMH. Bonjour. Bonjour. Et donc à ma gauche, j'ai Jean-François Briche, qui est chargé de mission NPNRU. Bonjour Jean-François. Bonjour. Et à côté de vous, il y a Abdel, qui est un locataire qui a déménagé récemment, toujours à OMH. Hein. Oui. Toujours. Très bien. À Bonjour. côté. Bonjour, il y a Jean-Luc qui va déménager bientôt. On va parler un peu avec vous de comment s'organise ce relogement. Et enfin, Abdelatif. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Et enfin Abdelatif qui représente l'association de vie de quartier qui va parler un peu au nom des habitants du quartier. Bonjour Abdelatif. Bonjour. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Jérôme Dalborgo, de quoi on parle quand on parle de relogement? Pourquoi ce plan de relogement? Quels sont les enjeux aujourd'hui? Déjà, quand on parle de relogement, on parle d'humains derrière. C'est des hommes et des femmes. C'est vrai que j'ai souvent l'habitude de le dire, notre cœur de métier, c'est la gestion du bâti. Et dans ce bâti-là, il y a des hommes et des femmes. Et c'est vrai que quand on évoque la question du relogement, et là aussi je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, ça peut être une question qui devienne très vite traumatique. Parce que il y a des habitants qui sont là depuis des décennies, pour pas dire depuis la construction des immeubles. J'ai souvenance, il y a quelques mois, être allé au foyer des anciens où il y a une petite dame qui joue aux cartes, et quand on a discuté avec cette petite dame, elle était là depuis la construction des bâtiments, donc depuis 60 ans. Donc c'est vrai que moi je suis vraiment ravi d'être là cet après-midi, parce qu'il faut vraiment saluer le travail des équipes. Sur ce projet, on parle souvent d'un projet XXL, hein, c'est plus de 1000 relogements qui vont être réalisés. Aujourd'hui, on en est à peu près aux 2/3, c'est de l'ordre de 650 relogements qui sont effectués, et il y a une vraie expertise, il y a une vraie compétence des équipes. Alors je dis pas, et Patricia Petri, la directrice du parcours résidentiel, nous l'expliquera, je dis pas que c'est un long fleuve tranquille, mais force est de constater qu'aujourd'hui, sur ces 650 relogements, on n'a pas eu de situations dramatiques, de heurts, de situations qu'on n'arrivait pas à débloquer. Et vraiment, et puis après, bien entendu, il faut saluer aussi le concours des habitants. L'enjeu de ce NPNRU, c'est de restructurer le quartier, c'est tendre vers une nouvelle image plus positive, faire venir des nouvelles populations, dédensifier, puisque c'est quand même plus de 800 logements qui seront démolis à terme. Et c'est vrai que du coup, il faut qu'on reloge progressivement par tranche. On vous expliquera dans le détail la chronologie des tranches, et aussi et surtout parce que donc les travaux de réhabilitation, notamment sur les 2 immeubles emblématiques de Cèdre-Bleu et Tilleul-Argenté, se font en site occupé. Qu'aujourd'hui, à l'office, on a quasiment 24% de vacances, qui est énorme, et il faut qu'on avance sur les travaux. Mais pour avancer sur les travaux, et pour demain avancer sur les relogements, qui sera le dernier et sans doute le plus gros des défis, il y a avant tout le défi de tenir les échéances en matière de relogement. Parce que derrière, il y a les entreprises. Aujourd'hui, il faut savoir que sur le chantier, alors sur le pic du chantier, on attend de l'ordre de 300 ouvriers. Aujourd'hui, on est à peu près à la moitié. Il y a à peu près 150 ouvriers sur le chantier. Il faut savoir que sur les pièces de vie et les balcons qu'on a rapportés à l'arrière des bâtiments, il y a une usine de préfabrication sur place à l'arrière qui préfabrique les balcons, et donc cette usine-là, alors usine c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas va devoir être déplacée, et on a l'impérieuse nécessité de tenir les échéances, et c'est pour ça que
il faut aussi remercier les locataires qui jouent avec nous le jeu. C'est pas toujours évident, on fait des propositions, ça correspond pas en termes de typologie, d'étage, on veut un balcon, on veut un ascenseur. Après, c'est sûr qu'on donne essentiellement aujourd'hui la priorité au relogement du NPNRU, et c'est vrai que nos locataires en place sur le reste du parc, notamment sur ce qu'on appelle les échanges de logements ou les mutations, sont entre guillemets un petit peu lésés pendant ces périodes-là, mais on n'a pas le choix. Vous avez parlé des échéances. Quelles sont aujourd'hui les principales problématiques que vous avez par rapport à ces questions de relogement, et puis sur quelle période elle s'étend? Alors, la problématique aujourd'hui, c'est que... alors en plus, vous tombez au moment où on a eu la dernière enquête qui nous a été transmise par l'AMLI et l'ARS concernant les boulots. Et ce qui ressort, c'est 84% de nos locataires veulent rester sur le plateau. Donc ça, c'est une vraie problématique parce que lors de l'ANRU 1, on a reconstruit. On a démoli seulement après, mais les personnes qui sont sur Solvay ne bougent plus. Là où on est très tendu aussi, c'est la raison pour laquelle on a une problématique aujourd'hui, c'est qu'on est très tendu sur les petites typologies, T1, T2, et les très grandes typologies, T5, T5 duplex, voire du T6. Sur Solvay, on a malgré tout quasiment plus de T3 ou T4. Donc c'est sûr que c'est très tendu avec les échéances qui nous sont fixées. Donc là, sur les dernières entrées qu'on est en train de traiter sur le tilleul, on fonctionne par phase. On en est à la phase 6, 7 et 8 en même temps. La phase 6, on doit la terminer pour février 2024. La phase 7, c'est juin 2024 et la phase 8, novembre 2024. Donc à novembre, tout le monde doit être sorti. Mais tout le monde doit être sorti, mais au fur et à mesure des phases. Donc ça veut dire que je ne peux pas me dire que je termine la phase 8 avant la phase 6. C'est pas possible. Donc voilà, c'est là où je suis tendue, en sachant que aussi la priorité qui est donnée, parce que Jérôme l'a bien dit, il y a de l'humain derrière nos locataires et derrière ces relogements, c'est qu'on donne bien sûr la priorité aux familles pour lesquels les enfants sont scolarisés ici, et aux personnes âgées, seniors, ou certaines personnes qui ont du cas, parce qu'ils ont tout ce qui est à proximité au niveau des médecins. Donc voilà les priorités qui sont malgré tout dans la priorité donnée aussi à nos locataires. Alors, Jérôme Dalborgo évoquait 800 logements détruits. Combien seront construits à la fin de ce projet ? Monsieur Briche qui a bien... Mais oui, parce qu'il a tout ce qu'il faut. Jean-François Briche. Alors, on a une reconstitution de l'offre sur site avec 252 exactement, 130 logements collectifs rue du Merlon, derrière le centre commercial du Plateau. 70 pavillons individuels et logements intermédiaires à la place du Blanc Sycomore, derrière place Jules Verne. Et en pied de la tour panoramique, 20 logements à destination des seniors et rue Altebourg, juste derrière. Je l'ai montré tout à l'heure à votre caméraman, donc on va pouvoir le filmer. 32 pavillons à destination aussi des personnes qui vivent sur la tour panoramique. Donc globalement, c'est 252 reconstitutions. Et pour les relogements, alors sur quelle zone vont-ils s'effectuer ? Alors, on va dire que sur les dernières phases du tilleul argenté, ces locataires vont pouvoir commencer à rentrer tout doucement sur les logements qui auront été réhabilités du cèdre bleu. Mais là, on arrive vraiment que sur les dernières phases du tilleul argenté, parce que les premières livraisons du cèdre bleu, elles sont autour de mi-avril, et on fonctionne par tranche. Donc, on va livrer d'abord 31 logements à compter du à peu près 15 avril, quelque chose comme ça, et après ça va suivre encore 31 logements par 31 logements, en sachant que sur les logements qui sont livrés, on réserve à peu près 30%. Ces 30%-là seront dédiés uniquement aux échanges et relogements. Donc ça peut être aux mutations, là pour le coup, normales, et bien entendu aux relogements. En sachant aussi que sur tout ce qui est livraison, on a un gros partenaire qui est Action Logement, et Action Logement est réservataire d'un certain nombre de logements. Donc on va... amener du client extérieur sur cette réhabilitation, et en même temps traiter au fur et à mesure les relogements. On va dire, Jean-François vous a parlé tout à l'heure des 20 logements seniors dédiés à la tour panoramique. Donc
On a aussi identifié les ménages qui restent sur la tour panoramique qui sont seniors. Donc on a à peu près 13 ménages à qui on va proposer ces logements-là. Sur ce qui va nous rester sur les seniors, on va bien entendu les proposer pour les personnes du tiers argenté et aussi des boulots. Parce que les boulots, on va commencer aussi le relogement au mois de janvier 2024. Donc là, je vais demander un peu à l'avis de Tifa concernant les habitants du quartier, comment ils vivent ces relogements. Est-ce que au niveau de votre association, vous avez des retours? Je sais qu'il y a une communication qui est établie entre OMH et les locataires, donc c'est plutôt de bon augure. Oui, en fait, c'est vrai qu'avec les travaux qu'il y a actuellement sur le quartier, ça fait beaucoup. C'est vrai que par tranche, et c'est vrai que c'est pas évident pour les MH, hein, on les comprend totalement qu'ils essayent de faire le maximum, mais ce qui est vrai, c'est que les habitants, il y en a beaucoup, ils comprennent pas, surtout les personnes âgées qui sont là depuis X temps, que me disait monsieur le directeur. En fait, ils se sentent lésés de partir ailleurs, en fait, et se sentent un peu perdus, en fait. Voilà. Mais c'est vrai que ça, comme on dit, hein, là, c'est vrai que c'est en travaux. On va attendre d'ici 2-3 ans, le quartier il sera beau, parce que nous on est encore habitants. Hein. Si on habite encore sur le plateau, c'est qu'on aime bien notre quartier. Et c'est vrai qu'on attend vraiment que les phases soient terminées. Et nous, en tant qu'atelier de vie de quartier, on essaye d'apporter, en fait, on est interlocuteur en fait entre l'OMH et les habitants pour essayer de trouver une solution. Et je travaille beaucoup avec Madame Petri et on essaie d'avancer sur pas mal de dossiers d'appartements. C'est pas évident, voilà, c'est pas évident, mais tout le monde essaye de faire le maximum en fait. La problématique, c'est que la majorité des personnes qu'on reloge veulent rester sur le quartier et c'est un peu ça qui doit être difficile à gérer. Pourquoi? Parce que on va dire le Haut du Lièvre, parce que c'est vrai que le plateau, on dit le plateau de Haye, beaucoup de gens. Le Haut du Lièvre, en fait, c'est une famille. Voilà, on se connaît tous. On a tous vécu ensemble. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de monde, c'est difficile pour eux de repartir ailleurs. Malgré qu'il y a des logements neufs, que ce soit au centre-ville, que ce soit dans d'autres quartiers, ils se sentent un peu perdus. Après, ça va être par tranche, en fait. C'est beaucoup les personnes âgées qui veulent rester ici. Mais c'est vrai qu'on va dire, la moyenne, on va dire moins de 40 ans, ça ne les dérange pas de partir et de voir d'autres horizons, en fait. Je posais la question à Abdel, vous êtes resté dans le quartier, comment s'est passé votre déménagement? Où est-ce que vous étiez avant et maintenant où est-ce que vous êtes Je suis né au quartier, moi. Je suis né dans le quartier du Haut-du-Lièvre et le déménagement, ouais, ça s'est très bien passé. Franchement, ça a été nickel. Ils sont venus à l'heure et... Tout s'est bien déroulé. Ouais, franchement, impeccable. Donc ça, vous faites partie un peu des chanceux qui ont pu rester sur le quartier. Ouais, en fait, parce que moi, en fait, je travaille juste ici, moi, en fait. Je travaille à la clinique Gentilly et j'avais demandé à monsieur Milianos, celui qui s'occupait de mon dossier, qu'en fait, si je pouvais rester, quoi, en fait, parce que je suis pas loin du travail. Du travail, quoi, en fait. Et pour mes enfants aussi à l'école, ils ont pris l'habitude ici et puis voilà quoi. C'est vrai que l'école aussi c'est une vraie question parce on que en parlait là. Voilà, il y a un peu moins hein, depuis qu'il y a plus le Claude Le Lorrain, Ouais, alors pour les petits au niveau du collège, donc c'est vrai que ces questions-là aussi doivent compter pour vous. Ouais, c'est clair. Et qu'est-ce que vous pensez du nouveau logement dans lequel vous êtes par rapport à l'ancien? Ouais, il y a de l'espace. Ouais, il y a de l'espace, même quand tu veux, on a un grand balcon et puis tu respires. Parce qu'avant vous étiez au Cèdre Bleu. Non, même au Tiers Argenté, c'était bien. Bon, dans l'entrée où on habitait, c'était calme. Bon, à la fin, c'était... bon, après, ça va, je les connais, les jeunes, et après, il n'y a pas de problème, quoi. Mais autrement, non, même au Tiers Argenté, hein, ça me plaisait. Hein. Il n'y avait pas de problème. Hein. Et là, vous êtes dans quelle zone du quartier En fait, j'habite derrière la poste, en fait. Bah, tu sais, l'adresse, j'arrive pas à le dire. Faut que je m'habitue, quoi, en fait. C'est rue Vienner. René Wenner. Ok. Bâtiment Hillotte. Non, c'est bien là-bas. C'est calme. Exactement, je connais très bien. Ah, vous habitez là-bas? Oui. Ah, bah voilà. C'est calme là-bas, c'est bien. Très calme. Ah, bah voilà. Non, c'est nickel, franchement, j'ai pas à me plaindre, franchement. Jean-Luc, vous allez déménager bientôt. Exactement. Oui. Alors comment ça se passe psychologiquement, c'est pas trop difficile de changer? Non, moi j'ai été visiter l'appartement, il me plaît, je l'ai pris tout de suite, tranquille, très bien, j'ai un grand balcon, je suis bien.
Tout est bien. Et est-ce que vous aviez peur de devoir changer de quartier, par exemple Ça m'ennuyait de changer de quartier, parce que ici j'ai un jardin, je m'en occupe beaucoup. Alors donc j'ai demandé de rester sur place. Alors je pense que ça a été exaucé, alors je suis sur place. Et, je dis merci à ces gens qui m'ont aidé. Vous avez eu une communication fluide avec OMH Non, ils ont été tous très bien, tous sympathiques. Ils m'ont proposé un appartement, j'ai été le voir, j'ai regardé, j'ai dit ok, ça me convient, merci. C'est génial parce qu'on a des personnes qui savent très bien ce qu'elles voulaient, qui ont pu avoir ce qu'elles voulaient, donc c'est très bien. Abdellatif, sur la façon de communiquer avec les habitants du quartier pour les mettre un peu pour les tenir au courant de ce qui se passe, comment vous gérez ça? En fait, nous on a des réunions au niveau de la télévision de quartier, on a des réunions tous les mois où on se rassemble tous les membres et si vous préférez, on a fait plusieurs thèmes que ce soit le logement, la sécurité, l'environnement, et chacun apporte les idées qu'il a pu avoir au niveau des habitants, et on va au contact directement des habitants et c'est les habitants qui nous contactent maintenant pour essayer de trouver une solution avec l'OMH, soit pour un changement d'appartement, soit pour avoir un autre endroit Voilà. Mais aujourd'hui, on a vraiment un interlocuteur qu'on n'avait pas, on va dire avant, c'était un peu difficile. Aujourd'hui, on a un bon contact, on arrive à communiquer et essayer de trouver des solutions. C'est pas facile parce que la plupart des habitants, c'est clair, qu'ils veulent le même appartement qu'ils ont quitté. C'est vrai que le Cèdre Bleu et le Tilleul, moi je dirais, on habitait aussi dans les bâtiments là, c'était des beaux appartements Et le seul souci qu'il y a, c'est qu'en comme c'est du chauffage collectif, alors les gens ils ont pris l'habitude d'avoir un chauffage collectif, d'avoir tout ça dans leur charge Et au jour d'aujourd'hui, si vous préférez, au niveau des quittances de loyer, il n'y a plus l'eau qui est prise en charge, il n'y a plus de ça, ils sont un peu perdus malgré que c'est des prélèvements à côté, mais les habitants ils sont un peu perdus sur le système-là, surtout les personnes âgées. C'est pour ça qu'ils ont du mal à partir sur des endroits où il y a beaucoup d'électricité. À votre niveau, ça, comment vous appréhendez ces questions-là? Alors, il faut savoir qu'on fait des enquêtes une fois que les personnes sont relogées. Et justement, les enquêtes du renouvellement urbain nous ont permis de voir cette problématique-là. Donc on a créé un petit flyer qu'on transmet dès qu'on signe le bail pour expliquer un petit peu les bons gestes en fait. Et on a un chargé d'accompagnement social, Candia Sissako, donc qui peut se mettre à disposition, et quand il y a une problématique, bien entendu, elle va directement voir le client. Et on a depuis peu un ambassadeur, parce que j'étais en train de chercher l'autre terme, mais on a un ambassadeur auprès d'Antoine Becca qui, lui, gère exclusivement aussi cette problématique-là. Donc là, alors c'est sûr, ça ne concernait pas le quartier, mais ça va se mettre sur ce quartier aussi du plateau. Dernièrement, on a fait une livraison, c'est pareil, c'était des seniors, et il a fait du porte-à-porte, et il a expliqué à chaque senior comment gérer son chauffage, il a expliqué le thermostat, etc. Donc voilà, on a des choses comme ça qui se mettent au fur et à mesure en place, mais dès qu'on a connaissance, on y va tout de suite. Oui. Jérôme Dolborgo, est-ce que vous avez un commentaire à faire sur ce qui est entendu? Par rapport à ce qu'il avait dit, un peu pour réagir. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on démolit plus de 800 logements. Mais donc, comme l'a dit Jean-François, on en reconstruit au total 377, donc 250 sur le plateau et le reste sur la métropole du Grand Nancy. Aujourd'hui, sur les constructions qu'a évoquées Jean-François, tous les ordres de service sont notifiés. Alors après, à des stades d'avancement différents, mais que ce soit les 130, les 70, les 32 et les 20, tout est notifié. Et sur le reste de la métropole, on a encore, on va dire, 2 dossiers de l'ordre de 20 logements chacun, où c'est un petit peu plus compliqué, soit par rapport à des fouilles archéologiques, soit par rapport à des calages à faire avec les collectivités. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, par rapport à ce qu'évoquait Patricia sur Action Logement, alors ça parle peut-être pas aux auditeurs, mais il faut savoir qu'en France, les entreprises de plus de 20 salariés ont l'obligation de cotiser à ce qu'on appelle le 1% employeur, ou la PEC. Donc la PEC, c'était après-guerre, ça voulait dire la participation des employeurs à l'effort de construction. Et ça veut dire que toutes ces entreprises-là cotisent, vont nous accompagner dans le cadre des constructions, par le biais de subventions ou de prêts. Et la contrepartie, c'est qu'on va leur réserver des logements. Abdel, par exemple, à mon avis, s'il travaille à Gentilly,
Donc c'est des cliniques privées, ils cotisent à Action Logement. Donc il aurait pu, ou il est peut-être rentré dans le contingent d'Action Logement. Hein, faut pas croire non plus que quand on parle d'Action Logement, ça peut être des personnes que vous connaissez, que vous côtoyez, qui habitent déjà sur le quartier et qui travaillent dans des entreprises cotisantes. Ça, c'était le deuxième point. Peut-être le troisième point par rapport à ce qui est évoqué M. Chakroun, c'est oui, en effet, alors déjà, on reste quand même sur une chaufferie biomasse. Donc c'est très avantageux parce que déjà au niveau du bilan carbone et aussi parce que c'est de la TVA à 5,5. Du coup, avec cette chaufferie biomasse qui chauffera demain les immeubles du Cèdre Bleu et du Tilleul Argenté, notamment, on devrait viser l'étiquette énergétique B. Aujourd'hui, on était en étiquette D. Mais après, j'entends que quand on reloge des personnes sur d'autres secteurs ou sur d'autres habitations où il n'y a pas forcément le même mode de chauffage, ça peut déstabiliser. Et en effet, on a un ambassadeur énergétique qu'on vient de recruter et qui est à la disposition des habitants, des associations pour faire de la pédagogie et de la communication. Et peut-être le dernier point qui est le plus important, et parfois ça a un peu à choper avec les habitants ou avec les associations, il faut bien comprendre qu'on a l'obligation d'être méthodique et de respecter les phases, parce que si, alors bien entendu, s'il y a une urgence impérieuse, on y répondra. Mais si on commence à faire des exceptions, ça veut dire que quelque part on se tire une balle dans le pied, parce que si on commence à aller sur les phases qui arrivent dans un an et demi ou dans 2 ans, on va mobiliser autant de logements qu'on pourra plus mobiliser pour les phases dans lesquelles on est en cours. Donc c'est sûr que les habitants parfois ont un peu de mal à l'entendre. Ça, j'en conviens. Là, par exemple, la dernière phase des boulots, il y a déjà des personnes. Alors, ils vont voir les assos, ils vont voir les élus, ils vont voir les assistantes sociales par différents biais, parce qu'il y a sans doute aussi de l'impatience. Et puis après, il faut pas se le cacher. Il y a des entrées qui sont plus totalement occupées, ou parfois, il y a des regroupements dans les halls d'entrée. Parfois, il y a les ascenseurs qui sont dégradés. Et sans doute que parfois, les conditions de vie sont aussi un petit peu délicates. Mais il faut bien comprendre qu'on a l'obligation. Sinon, si on commence à se disperser, on va pas s'en sortir. Et derrière, je vous dis, il y a les ensembles de chantier qui attendent et qui avancent. Donc ça, c'est vrai que on a eu beaucoup d'échanges avec M. Chakroun, avec les associations, pour bien faire expliquer aux personnes. C'est pas qu'on veut pas, c'est qu'il faut respecter l'ordre. Sinon, si on se disperse, on n'y arrivera pas. Après, bien entendu, quand il y a des urgences, les équipes sont à l'écoute et font le point avec les locataires. Surtout, en définitive, quand en plus de ça, c'est des relogements sur le plateau. On a encore un petit peu de potentiel, on va dire, sur le reste de la métropole, mais ça dépend des typologies et ça dépend aussi du niveau d'exigence des habitants. Parce que, comme je vous le dis, il y en a qui veulent un balcon, il y en a c'est plutôt un ascenseur, il y en a c'est la vue. Quand on va reloger les locataires de la tour panoramique, on discutait juste avant l'émission avec un monsieur, ça fait 50 ans qu'il est là, le 3e locataire de la tour panoramique, il y a des personnes, ils nous disent, moi je veux la vue, c'est la vue qui m'intéresse. Donc après, comme je dis souvent, la plus belle femme du monde, elle peut donner que ce qu'elle a. Alors, on n'en a pas parlé, mais on peut en parler et dire 2 mots et les remercier aussi. C'est que dans le cadre de l'interbailleur, qui est fédéré par Union et Solidarité, on était il n'y a pas très longtemps à une convention d'Union et Solidarité. C'est vrai qu'il y a une vraie synergie entre les bailleurs sur la métropole du Grand Nancy. Et si vraiment on n'arrive pas à trouver de solution en interne au sein de l'OMH, on se tourne aussi vers d'autres bailleurs de la métropole qui peuvent nous accompagner. C'est une dizaine ou une quinzaine de relogements, je crois, sur lesquels on a fait appel aux bailleurs. Mais en effet, quand on n'a pas, malheureusement... c'est difficile. Il y a une vraie tension sur les petites typologies et sur les très grandes typologies. Et c'est aussi pour ça qu'il faut arriver à livrer et à tenir les délais des constructions neuves, parce qu'à partir du moment où il y aura des constructions neuves, on aura un petit peu plus de potentiel sur différents types de typologies. Vous parlez de cette solidarité interbailleurs. Est-ce que vous l'avez déjà anticipé? Parce que, s'il y a 800 logements détruits, qu'au final, il y en a un peu moins de 400 qui sont reconstruits, à un moment donné, il y aura à l'eau, en fait, un nombre de personnes que vous ne pourrez pas reloger. Donc, est-ce que ça, c'est déjà des questions qui sont anticipées ou qui vont venir dans la réflexion à un moment donné? Elles vont venir dans la réflexion à un moment donné, mais c'est vrai qu'on a des confrères bailleurs qui sont eux-mêmes aussi en renouvellement urbain comme nous.
Donc à un moment donné, ils sont dans la même problématique que nous. Alors, il faut voir aussi que sur ces relogements, on a aussi des départs spontanés. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément non plus vers d'autres bailleurs. Il y en a qui ont quitté complètement le département, la région. Il y en a qui sont partis avec des bailleurs privés. Donc voilà, il y a aussi des départs, malgré tout, qui se font spontanément. Donc là, c'est vrai que nous, notre préoccupation là, de demain, c'est de pouvoir... ramener pas mal de monde sur le Cèdre qui va être livré. Parce qu'on va avoir aussi des... à peu près les premières livraisons, je vous dis mi-avril. Hein. Voilà, ça va être la 2024. 31. Oui, 2024. Oui. Donc là, on va commencer déjà aussi, nous, à souffler. Parce qu'aujourd'hui, on n'est que dans notre patrimoine ancien, enfin, avec le patrimoine qu'on a aujourd'hui, dans l'existant. Voilà, c'est ça. Donc c'est là où on est aussi plus tendu. On va commencer à avoir... on va reprendre un peu notre souffle à partir de mi-avril et on va pouvoir aussi se détendre peut-être un peu plus parce qu'on va avoir de la petite typologie, de la grande typologie. Donc on va avoir un mix. Donc ça va répondre aussi à nos locataires pour lesquels on doit faire une proposition aussi. Enfin, on n'en sera pas la première proposition. Là, hein. J'entends, M. Dalborgo a évoqué une certaine impatience qui est protéiforme, hein, qui vient soit par les élus, par les assistantes sociales, par des associations du quartier, donc que vous entendez parfaitement. Pour répondre à cette impatience-là, comment vous considérez les priorités de relogement? Quels sont les critères pour, là aussi, une fois que nos auditeurs puissent comprendre comment se passent les relogements et ne se sentent pas lésés par rapport à leurs voisins qui seraient relogés, par exemple, avant eux? Aujourd'hui, la priorité, elle est vraiment sur les dates qui nous ont été fixées. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus de marge de manœuvre. Les entreprises nous ont fixé des dates. Je ne peux pas aller au-delà des dates qui ont été fixées. Au départ, on avait des dates, effectivement, pour le Cèdre bleu. Comme il y avait un petit peu de retard, on ne disait trop rien quand ça ne sortait pas tout de suite à l'heure. Là, aujourd'hui, je ne peux plus me le permettre. Donc là, la priorité, c'est vraiment de respecter le calendrier qui a été donné par les entreprises parce qu'on ne peut pas se permettre, à un moment donné, que l'entreprise s'arrête. Parce qu'en fait, on n'a pas réussi à sortir nos locataires en temps et en heure. Ça engendre des frais aussi. C'est ça. Bah, c'est des pénalités pour l'office, complètement. Donc la priorité, elle est là. C'est le respect vraiment du calendrier. Après, si on a vraiment... on regarde quand même de toute façon s'il y a une problématique qu'on vient de découvrir. Si on a effectivement le logement, on va devoir aller sur une problématique de santé. Alors, on a déjà aussi eu des cas de suroccupation pour lesquels on a fait des propositions avant l'heure et pour lesquels aujourd'hui nos locataires n'ont pas donné de suite favorable aussi. Il faut bien aussi savoir qu'il y a des moments où on répond, mais que de l'autre côté, notre locataire ne dit pas forcément oui. Hein. Mais en revanche, on fait en tout cas les propositions par rapport toujours au patrimoine qu'on a de disponible. Alors on va se permettre une petite pause musicale. On est sur le quartier du Haut-du-Lièvre, un quartier qui est beau, riche en couleurs et teinté d'immigration. Donc on va écouter Mayra Andrade avec Vapor de Immigración. Le Forum des bailleurs sur RCN, en partenariat avec l'OMH. Et on est toujours dans le Forum des bailleurs spécial OMH. Aujourd'hui, on parle du relogement. On vient d'écouter donc le morceau de Mayra Andrade, Vapor de Immigración. On parlait donc des retours, de ce que pensent les locataires qui ont dû changer de logement. Jean-François Brich, est-ce que vous avez quelques impressions par rapport à ces personnes-là ? Pour compléter un peu ce que Patricia disait tout à l'heure, on a une enquête de satisfaction qui est faite 6 mois après le relogement. Et pour les personnes qui étaient un peu craintives de quitter ce plateau et qui sont parties sur notre patrimoine sur la métropole, 6 mois après, hormis les problèmes de chauffage qu'ils ont expliqué tout à l'heure, les gens avaient peur de l'inconnu. Et en fin de compte, de vivre sur un autre territoire, ils se rendent compte qu'il faut aussi bon vivre ailleurs que sur le plateau et n'ont plus envie de revenir. Ces personnes-là avaient, pour la plupart d'ailleurs, envie de revenir une fois après, que tout serait terminé. Mais en fin de compte, ils sont très bien où ils sont. Donc on voit vraiment qu'il y a une peur de l'inconnu, de déménager d'un lieu où on a été là pendant presque 40 ans. Et de fait, de voir une vie à l'extérieur d'ici, c'est autre chose aussi, et ils s'y sentent bien. Comme l'expliquait Abdelatif tout à l'heure, la crainte elle vient aussi peut-être du fait que les gens se sentaient en famille dans ce quartier. C'est un quartier où un peu tout le monde se connaît. Comment vous pouvez les rassurer par rapport à ça et
et leur dire que finalement, en allant vers l'inconnu, on ne sera pas, on pourra trouver une forme de stabilité aussi. Il y a une autre façon de vivre sur le quartier et les gens rencontrent des gens aussi. Il y a aussi un milieu culturel qui est beaucoup plus évolué, peut-être sur un autre territoire qu'il n'est ici, bien que le milieu associatif soit vraiment très fort sur ce quartier. Mais sur les autres quartiers aussi, il y a un milieu associatif. Il y a aussi des médecins, il y a aussi des commerces qui ne sont pas forcément sur le plateau, même si sur le plateau, il y a la partie Champ-de-Bœuf avec la cascade, avec des commerces de proximité ou de commerces de discount, on va dire, qui sont très appropriés aussi pour les gens du quartier. Mais sur aussi les autres quartiers où on les reloge, il y a une part importante de vie associative, de médecins, de commerces qui répondent aux mêmes offres qu'ils ont ici, quoi. Donc la vie est pareille ailleurs, je veux dire, si je peux les rassurer comme ça. Abdelatif, par rapport à ce sujet-là, est-ce que y a des retours de votre côté pour l'association Vie de Quartier? Qu'est-ce que vous entendez, vous? Nous, c'est vrai qu'au niveau de l'atelier de Vie de Quartier, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on essaye d'apporter, on va dire, nos services en fait, pour essayer d'avancer sur pas mal de choses, sur la rénovation, sur tout ça. C'est vrai, comme j'ai dit tout à l'heure, la rénovation, c'est... Je préfère presque enlever. Ouais. En fait, la rénovation, c'est très bien, mais ce qui manque aussi, c'est qu'on a commencé au mois de juillet, on avait fait une visite avec Jean-François, je crois que Madame Pétry était là. On a commencé à bousculer un peu les collectivités, que ce soit la métropole du Grand Nancy, la mairie de Nancy et l'OMH. On avait fait une visite sur le quartier, en fait, pour vraiment voir les problématiques, en fait, et essayer de rencontrer les gens, voir vraiment ce qui va pas et ce qu'on peut améliorer. Et c'est ça qu'il faut qu'on continue, en fait, à faire pour vraiment que les habitants se sentent vraiment, on va dire, chez eux. Voilà, chez eux. Et ce qui manque aussi, c'est l'ANRU, c'est bien, mais il faut penser aussi à la sécurité des gens, à l'environnement, à tout ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations, que ce soit sportif ou culturel. On essaye de faire le maximum avec nos jeunes sur le plateau, mais c'est pas assez. C'est pas assez. Il nous faudrait en fait du soutien en fait. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'avais demandé. Voilà. Qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui? Il nous manque vraiment un soutien. On est pas mal de bénévoles. Moi, en tant que président de l'atelier de quartier, j'ai une autre association qui s'appelle Association ASIEP 54 qui fait par le biais du sport de l'insertion en fait. Et si vous préférez, je suis aussi responsable du club de boxe sur l'eau du Lièvre en fait. On a énormément de monde en fait, plein de jeunes. Comme je dis, les jeunes d'aujourd'hui, c'est notre relève. Ce sera eux les futurs locataires. C'est pour ça qu'il faut en prendre soin et essayer qu'ils prennent la bonne route. Mais on commence à être en rupture d'infrastructure en fait. Voilà. On essaie de faire le maximum. Il y a beaucoup de gens qui ont de la bonne volonté, mais à un moment on est bloqué en fait. Voilà, on est bloqué. Moi-même au niveau du club de boxe, j'ai à peu près 50 enfants entre 6 ans et 13 ans. Et je peux plus en prendre. Et ce qui est difficile aujourd'hui de dire aux parents, on peut pas prendre votre fils en fait. Voilà, c'est-à-dire on essaye, parce que comme je dis, le sport fait aussi partie de la vie. Et un locataire qui emmène ses enfants au sport, qui ont une activité, c'est aussi un bien-être en fait. Pour le plateau et surtout pour le plateau, parce que si des habitants commencent, on va dire, à pas être contents, faire un peu de bruit, les enfants, ça déstabilise tous les habitants sur le plateau en fait. Voilà. Et c'est ça qu'on essaye de travailler tous ensemble, comme je dis, tous ensemble, hein, parce qu'ensemble on ira plus loin. Et c'est comme ça qu'on fera vraiment du bon boulot et que les locataires seront rassurés, on sera moins... comment je peux dire ça, on sera quitte de déranger à chaque fois l'OMH et vous essayez d'avoir un rendez-vous pour les habitants. En fait. Donc là, le défi un peu, c'est de créer un nouvel équilibre avec cette mutation, ce changement. Le quartier évolue et il faut recréer quelque chose qui fonctionne. Oui, c'est ça, parce que c'est vrai que l'eau du Lièvre d'avant, hein, moi je dis toujours l'eau du Lièvre, hein, l'eau du Lièvre d'avant, on avait beaucoup d'infrastructures, que ce soit des terrains libres. Ça permettait en fait à tous les jeunes du quartier, ça permettait de nous rencontrer, de faire une cohésion sociale aussi. Hein. On se rencontrait sur un match de foot, qu'aujourd'hui il y a plus tout ça en fait. Voilà. C'est vrai que il y a la rénovation qui est amenée à faire disparaître pas mal de choses, mais on veut essayer d'apporter notre édifice en fait à ce travail. Et au niveau des commerçants, est-ce que vous avez eu des retours? Ouais, on a beaucoup. Comment ils vivent ces changements? C'est pas évident pour les commerçants, surtout avec ce qu'il y a eu dernièrement, les petits soucis sur le quartier. C'est vrai que ils se sentent un peu abandonnés en fait.
Abandonné, c'est vrai que de moins en moins de commerce il y a sur le quartier. Vous avez vu que la poste, malheureusement, il n'y a plus de poste. Le poste de police, je ne sais pas s'il a été remis. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont importantes en fait sur le quartier. Le fait qu'ils ne sont pas là aujourd'hui, ça perturbe les habitants et ça nous perturbe nous-mêmes en fait. Parce que moi-même, j'ai envie de retirer de l'argent, je suis obligé de monter à l'Axou sur le Bœuf. Voilà. Ou à Maxéville en bas. Et nous, ça va, on est encore jeunes, mais on pense beaucoup aux personnes âgées. Voilà, c'est beaucoup les personnes âgées qui se retrouvent aujourd'hui veufs, qui ont perdu soit leur mari, soit l'inverse en fait. Et c'est eux qui sont plus bloqués en fait. La chance qu'on a sur le plateau et qu'on ne peut pas le renier, ça commence à avoir des améliorations au niveau des bâtiments. On a un bon pôle santé ici, ça il faut le dire. C'est vrai qu'il y a des personnes qui viennent à 1 heure de route pour venir ici sur le plateau. C'est ça qui fait sa richesse. C'est surtout la richesse du plateau. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est toutes les nationalités qu'on a aujourd'hui ici. Voilà, pour moi, c'est une grande richesse que d'autres quartiers n'ont pas en fait. Je vois que Jean-Luc confirme. Ah, tout à fait, bien sûr. Depuis moi que j'ai vécu à l'étranger pendant pas mal d'années, moi j'adore le dimanche. Là, c'est... Le marché. Ah oui, c'est magnifique. On entend des langues parler, c'est super. Ça aussi, c'est les raisons pour lesquelles vous ne voulez pas quitter ce Ah quartier. non, depuis 2011, je suis ici. Ça me plaît beaucoup et j'aime bien rester ici. C'est tout. Je ne voudrais pas changer partiellement. Parce que moi, j'ai pris mes bases. Si vous me faites partir ailleurs, il va falloir que je retrouve mes bases. Une adresse, ça prend... Je ne peux pas. Alors ici, je connais tout. Alors j'ai voulu rester ici. Voilà. On comprend l'attachement des habitants, de personnes qui connaissent le quartier, qui ont envie de rester. Et vous avez dit aussi qu'il y aura des mutations, des gens qui viennent de l'extérieur, il y aura de l'accession à la propriété. Comment, pour les gens qui viennent de l'extérieur, vous allez rendre ce quartier attractif? Alors, déjà, par rapport à ce qui était évoqué tout à l'heure, bien entendu que les personnes qui souhaitent revenir pourront revenir sur le quartier, que les choses soient claires. Après, moi, ce que je souhaite pas, et je prendrai aucun engagement avec les locataires, c'est d'imaginer ce qu'on appelle dans notre jargon des opérations tiroirs et de fait de relogement. Ça, c'est pas possible. Il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Non, mais même humainement parlant, si vous voulez, de dire, écoutez, je vous remets temporairement en centre-ville et dans un an, je vous ramènerai quand ça sera livré. Et financièrement aussi, mais surtout humainement parlant, et surtout si on a affaire à des personnes âgées, ça, on prendra aucun engagement de ce type-là. Mais par contre, bien entendu, les personnes pourront revenir. Après, par rapport à l'attractivité du quartier, oui, en effet, il y a aussi de l'accession à la propriété, alors à la fois de l'accession sociale, mais également de l'accession privée, qui est en train de se développer sur le quartier. Alors, qui est en train de se développer, mais aussi on est dans un contexte un peu plus compliqué pour l'accession, d'une manière générale. Et là aussi, nos locataires qui partaient vers de l'acquisition et libéraient de logements, ils vont un peu moins, comme partout en France. On voit que le niveau des ventes baisse. Et du coup, c'est pas un élément qui permet de libérer des logements. Peut-être aussi un point, alors c'est vrai sur les commerçants, on les a rencontrés à plusieurs reprises, on ira encore à leur rencontre. Il y a aussi les écoles qui sont en souffrance. Demain à 13h avec Jean-François, on rencontre les directeurs d'école et les présidents des parents d'élèves. Après, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment dans le creux de la vague, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a encore rien livré au niveau des constructions neuves et on a un nombre de logements vides, soit en démolition, soit en réhabilitation, qui est important. On est vraiment dans le creux de la vague. Il faut bien garder ça à l'esprit et c'est pour ça que oui, ces prochains mois, à tout niveau, vont être des plus tendus. Mais une fois qu'on va commencer à relivrer, déjà, je trouve que le message très positif, et c'est pour ça que je suis derrière les équipes et que je les lâcherai pas, c'est les premières entrées du Cèdre Bleu. Alors là aussi, tout à l'heure, ce qui a été évoqué, c'est que c'est un peu le remue-ménage dans le quartier. Et là aussi, aujourd'hui, on est sur un chantier. Le chantier demain va être encore plus gros, mais on va y faire cohabiter aussi des entrées qu'on va remettre en livraison et qui vont reprendre leur fonctionnement normal. Mais juste à côté, il y aura un chantier et on va avancer par tranches comme ça. Donc là aussi, de la même manière, on est ici aujourd'hui sur la tour panoramique. Alors c'est pas encore sur
tout de suite. Hein. C'est dans un an et demi au minimum, le démarrage de la démolition. Mais là aussi, hein, l'évacuation de tous ces gravats-là, c'est des allées et venues de camions, y compris de la même manière pour les constructions. Donc ça, je peux comprendre que ça peut perturber la quiétude du quartier et son fonctionnement normal, quoi. Mais j'ai envie de dire que on dit qu'il faut souffrir pour être beau, pour être belle. Donc voilà, c'est un passage obligé. Et je salue encore la patience des habitants dans ces moments difficiles. De la même manière, par rapport au marché du dimanche, on a empiété sur les stationnements par rapport à la base de vie. Donc oui, tout ça, ça crée des aléas. Mais j'ai envie de dire que c'est pour un quartier embelli et pour un quartier demain où il fera encore mieux vivre, on va dire, parce qu'on y vit déjà très bien. Et c'est vrai qu'il y a plein de potentialités, ne serait-ce qu'à regarder la forêt tout autour et le côté verdoyant de ce quartier. En tout cas, on y croit et c'est pour ça qu'on y investit beaucoup d'argent et qu'on aura aussi besoin des associations, parce que changer l'image d'un quartier, ça se décrète pas. C'est tous les jours. C'est en effet le club de boxe, le club de foot. C'est peut-être demain un équipement aquatique. Je sais pas ce que sera le devenir de la piscine, mais peut-être aussi un équipement aquatique métropolitain qui fera venir des personnes de la métropole sur le Haut-du-Lièvre. C'est la future médiathèque, donc c'est tous ces éléments-là, c'est faire venir des salariés, comme on l'a dit avec Action Logement. On n'en a pas trop parlé non plus, mais c'est une très très grosse zone d'emploi aussi. La ZAC Saint-Jacques, c'est en centaines d'emplois et de plus en plus là aussi, et ça c'est l'ADN d'Action Logement, mais de plus on sent les pouvoirs publics venir nous chercher là-dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle de plus en plus du lien emploi-logement, et aujourd'hui il est de plus en plus déraisonnable de faire 1 heure ou 1 heure et demie de route de son domicile à son travail pour venir bosser, surtout quand on voit le coût de l'essence et surtout la pollution que ça génère. Et voilà, l'impact écologique. Donc ça, c'est vrai que ça sera aussi un argument demain par rapport à cette zone d'emploi. Donc on entend un quartier qui tend à se redynamiser. Cependant, Abdelatif a pointé quelques frustrations, notamment de la part des commerçants. Comment gérer, mitiger ou transférer le risque d'incompréhension lorsqu'on a, comme vous l'avez dit, hein, vous êtes dans le creux de la vague, il faut en passer par là pour arriver à un quartier plus dynamique, plus beau, relancé. Mais en attendant, c'est vrai que le fait qu'il y ait ce mouvement de personnes qui partent, je pense par exemple à la zone des Ombelles, qui est un peu plus calme que d'antan. Comment gérer tout ça ? Il faut qu'on communique encore plus. On y travaille. D'ailleurs, demain, on a des prestataires qui viennent. On imagine peut-être même mettre un grand écran LED ou un filet LED sur l'immeuble pour à la fois rassurer les écoles, rassurer les commerçants, rassurer les associations. C'est vrai que autant sur les constructions neuves, on voit tout doucement les élévations des bâtiments et on se dit qu'à un moment donné, on va les livrer. Autant sur Cèdre Bleu et Tilleul Argenté, on voit pas forcément la restructuration qui est en cours. Pas plus tard qu'en fin de matinée, les équipes commerciales, les équipes de Patricia étaient avec les équipes techniques pour choisir les couleurs des futurs logements, dans les logements témoins. Donc quand on commence à choisir les couleurs des futurs logements, je peux vous dire que ça sent plutôt bon. Ça sent plutôt bon. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il faut communiquer, il faut aussi valoriser un élément. On l'a déjà évoqué avec la métropole, que je trouve on valorise pas assez, c'est l'écoquartier, puisqu'on est sur un écoquartier. Et pour avoir travaillé sur d'autres quartiers d'habitat social, il y a des quartiers d'habitat social qui sont bien plus durs, bien moins verts. Là, vous avez un parc, de la forêt. Le petit monsieur tout à l'heure nous disait « je vais promener mon chien ». Donc ça aussi, il faut qu'on communique sur l'écoquartier. Monsieur Jardine, c'est très bien. Demain, on aura des jardins sur les toits, de l'ordre d'une centaine de jardins sur les toits. Là aussi, c'est un sujet sur lequel il faut qu'on travaille, puisque derrière, il va falloir les gérer, les entretenir, s'assurer que tout se passe bien, et pas que ce qu'on a imaginé qui peut paraître un peu utopique soit contre-productif et vienne dégrader l'ensemble du projet. Donc en tout cas, voilà, hein, tout ce qu'on peut mettre pour tirer vers le haut ce quartier, vanter ses mérites, le valoriser. Pour revenir aussi sur les associations, on travaille avec notre fonds de datation, donc notre fonds cohésion.
c'est pas compliqué, hein. On démarche des entreprises et sur la base du mécénat, on a un fonds et, si vous voulez, on redistribue à des associations du quartier qui travaillent sur le lien social, sur le vivre ensemble. Moi, la boxe, j'aime beaucoup parce que c'est une vraie école de la vie. Et dans différents quartiers où j'ai travaillé, c'est vrai que les clubs de boxe, peut-être encore plus que d'autres associations, arrivaient à canaliser les jeunes. Et sans doute ce qui était peut-être un peu plus perturbant ou excité. Et, non, c'est important. Et en tout cas, ça aussi, ça a été demandé aux équipes, notamment aux équipes de proximité. Même si, on va dire que sur le plateau, il y a pléthore d'associations, je suis pas sûr qu'elles travaillent toujours toutes ensemble et dans le même sens. Et nous qui sommes entre tout ça, il faut qu'on arrive à mettre du liant. Quelle est votre place, justement? J'avais demandé. Quelle est notre place? On n'est pas animateur, on n'est pas éducateur spécialisé, donc on fera pas le travail des associations, de la prévention spécialisée, des assistantes sociales. Par contre, on est quasiment sur ce quartier-là mono-bailleur, il n'y a que nous. Et donc, on ne peut pas être à côté de tout ça. Il faut qu'on soit, qu'on puisse, gérer l'interface, mettre du liant, être force de proposition. Après, il faut que les associations s'emparent de sujets, soient porteurs de projets, nous sollicitent. En tout cas, oui, vous êtes ouvert aux sollicitations du tissu associatif. Je vais redire là aussi ce que j'ai dit. Quand vous mettez 160 millions d'euros sur le bâti, il faut surtout pas oublier l'humain et tout ce qu'il y a autour. Donc voilà, on reste à l'écoute et il faut vraiment que l'interassociative travaille ensemble et que nous on soit à leur côté pour les accompagner. Et là encore, c'est juste pour la plus-value du quartier, pour le tirer vers le haut, quoi. Jean-François Bru. On va dire qu'on est, pour compléter ce que dit Jérôme, on a été un peu facilitateur, l'OMH, pour tout ce qui est association, choses comme ça. D'ailleurs, avec la Vécu, vous l'avez rappelé tout à l'heure, on a un travail commun. On a remis en place un dialogue aussi avec, et vous l'avez expliqué, avec la métropole et même l'État. Et c'est vrai que les événements de fin juin ont un peu sensibilisé tout ça. Mais là, l'État, depuis septembre, a repris en place, a remis des choses en place qui sont assez concrètes, avec des patrouilles beaucoup plus fréquentes, avec des contrôles beaucoup plus fréquents. Donc ça, il y a un travail vraiment commun qui est fait avec la métropole. Nous, on a été aussi facilitateurs avec les entreprises qui sont venues travailler sur nos chantiers, puisqu'on les a sensibilisés sur les commerces de proximité, sur le Cheval Blanc, la restauration qui est sur le plateau, où qui voient des gens des 130 rue du Merlon venir manger. Donc ils reprennent une activité aussi qui est assez forte comme ça. Aussi, on va retravailler on retravaille maintenant depuis 1 an une communication aussi un peu plus poussée sur le NPNRU, ou avec des visites des espaces du Belvédère, des travails avec le service de Patricia qu'on va mettre en place là pour les livraisons. On s'appuie aussi sur la com de la métropole, puisque la métropole porteur de projet travaille aussi sur une communication. Jérôme parlait d'écoquartier, c'est un manque de temps que la métropole a pour cette labellisation écoquartier, mais c'est vrai que nous, on en parle un peu plus que le porteur de projet en lui-même, mais parce que nous, on vit peut-être plus sur le quartier que les gens qui sont au centre-ville ou dans les bureaux ou dans les communautés. Je laisse rebondir dessus, Patricia, sur ce qui vient d'être dit. Tout à l'heure, on parlait des priorités. Quels sont les critères pour arriver, entre guillemets, en tête de liste pour pouvoir retrouver un logement lorsqu'on va être déplacé, en quelque sorte? Vous parlez des critères pour le relogement? Pour le relogement. Critères éventuellement de ceux qui viendraient de l'extérieur? Les deux. Ah, alors, c'est pas la même chose en fait. Les critères concernant le relogement, j'en ai parlé tout à l'heure. On est vraiment, comme je vous le redis, sur les dates. Et puis, si problématique de santé ou de suroccupation, etc., on va les traiter peut-être avant certaines phases. Pour tout ce qui est demande extérieure, alors, la demande de logement social est en train un petit peu de changer, enfin de bouger aussi. C'est-à-dire que dans quel sens? Dans le sens où demain, il va y avoir la cotation de la demande. Donc ça veut dire qu'en fait, en fonction, quand la personne va s'inscrire ou va être inscrit par un guichet enregistreur pour avoir un numéro unique et pour accéder à un logement social, par rapport à sa on va dire, sa position, si elle dit qu'elle est hébergée, si elle dit que ça fait la demande, elle a peut-être, 7 ou 8 mois d'ancienneté, etc., il y a des critères qui vont se mettre en place. Et donc ces critères-là vont donner forcément un chiffre.
Et c'est ce chiffre-là qui va se dire, bah voilà, le dossier-là, à un moment donné, il devient malgré tout prioritaire aussi. Donc il y a la cotation de la demande qui va se mettre en place l'année prochaine. On a ce qu'on appelle la gestion en flux, mais ça c'est un petit peu, ça parle pas trop aux clients, mais on a des logements qui sont réservataires, aussi bien, bah, on l'a dit tout à l'heure, Action Logement, mairie, préfecture. On doit aussi reloger ce qu'on appelle le public prioritaire. On a 25% du public prioritaire à reloger aussi. Donc voilà, on a déjà beaucoup de critères naturellement. Donc, on essaye, si vous voulez, de tout combiner. C'est moi qui ai fait bouger. On essaye de tout combiner et de pouvoir répondre au mieux à la demande. Ce que je voulais rebondir sur une petite chose, et on n'en a pas parlé. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ANRU 1 a été une vraie réussite. Donc, il n'y a pas de raison pour que cette ANRU 2 ne fonctionne pas. La seule chose qui est différente, c'est qu'on réhabilite des logements. Alors qu'à l'époque, là, on avait directement reconstruit du neuf. Et là, on réhabilite. Donc, c'est simplement une nouveauté, mais on réhabilite comme si c'était du neuf. 80 000 € au logement, c'est comme si on faisait du logement neuf. Mais on ne peut pas dire que c'est du logement neuf parce que c'est une réhabilitation. Donc, c'est simplement cette nouveauté-là qu'il faut... qu'il faut valoriser. Il faut appréhender, il faut valoriser, il faut la mettre en avant. Et justement, pour la valoriser, qu'est-ce que l'ANRU 1 a apporté ? Mais l'ANRU 1 a apporté une grande mixité. Parce qu'en fait, les bâtiments qui étaient livrés, d'office, il fallait pour la moitié des logements qui étaient livrés, ça allait directement au relogement. Et pour l'autre moitié, c'était essentiellement que les demandes extérieures. On avait cette obligation-là. De toute façon, on avait des comptes à rendre. Donc, dans un bâtiment, vous aviez les personnes qui étaient relogées. Et de l'autre, vous aviez du salarié, du retraité. Enfin, on avait vraiment une vraie mixité sociale qui s'était des étudiants aussi. Des étudiants. Enfin, franchement, c'est... Et puis, quasiment sans faire de pub, les gens montaient directement. Il n'y avait pas de problème. Donc, ça veut dire que, voilà, ce qu'on a réussi, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas sur ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et pour conclure cette émission, je laisse le dernier mot à Abdelatif. Qu'est-ce que vous espérez de ces plans du NPNRU, de ce relogement? Comment vous imaginez, en tout cas dans le meilleur des cas, le quartier dans quelques années? Moi, je dirais que, vu les travaux, comme disait Madame Petri, le montant qui est mis pour chaque appartement, ça va être des beaux appartements. Voilà, ça va être des beaux appartements. C'est vrai qu'il faut de la patience et c'est pas évident que ce soit pour le bailleur ou les habitants, parce que c'est vrai qu'ils veulent. Tout le monde veut essayer d'avoir le meilleur, mais voilà, c'est essayer de trouver une solution. Je remercie l'OMH aujourd'hui déjà de nous avoir invités chez RCN et de prendre vraiment les problématiques en fait des habitants. Et c'est comme ça qu'on va travailler tous ensemble. Et moi, j'ai confiance que le quartier sera beau. La preuve, on y habite, j'ai 44 ans. J'aurais pu partir depuis longtemps et j'y habite encore. C'est que j'aime bien mon quartier et c'est que j'ai confiance. Très bien, merci beaucoup Abdelatif. Donc je remercie Jean-François Abri, je remercie Jérôme Dalborgo et Patricia Petri. Je remercie aussi Jean-Luc qui ira peut-être aux champignons dans quelques mois. Même dans quelques mois, non, je pense pas. Non. Pas avant mai, avril, pardon. Ah, bon, ok, on aura le temps d'en reparler. Exactement. Juste peut-être profiter de l'occasion pour souhaiter à tous nos locataires de l'OMH et à tous les Nancéens de très belles fêtes de fin d'année, un bon réveillon et en espérant qu'en tout cas 2024 soit un petit peu plus paisible que 2023, qui a été un petit peu tumultueuse, et remercier encore RCN pour nous accueillir dans le Forum des bailleurs. Merci beaucoup, merci à OMH de répondre présent et puis de se confronter aux habitants, de prendre aussi le temps d'écouter un peu leurs impressions. Et nous, au sein d'RCN, on s'associe à ces vœux de fin d'année. On souhaite de très bonnes fêtes aux locataires d'OMH et à l'équipe d'OMH. Et quant à nous, on se retrouve l'année prochaine dans un nouveau Forum des bailleurs. On va se quitter avec un petit oiseau qui vole, qui va planer sur nos vies. C'est celui d'Anderson Park avec The Bird. The Bird. RCN, www.rcn-radio.org